La crise financière, tout comme l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, ont bouleversé la donne énergétique mondiale. Les prix des énergies fossiles sont aujourd'hui stabilisés très en dessous du pic historique de 2008. Cela n'a pas favorisé le développement des énergies renouvelables. De même, les préoccupations climatiques et environnementales liées à l'énergie sont passées au second plan, loin derrière les problèmes urgents sur la monnaie, la finance et la croissance. Pourtant, la question de la transition énergétique reste posée. Un thème d'ailleurs abordé par le président François Hollande lors des vœux quand il a lancé l'idée d'une grande entreprise franco-allemande pour la transition énergétique, évoquant même pour ce projet l'image d'un Airbus de l'énergie. Bonjour Jean-Marie Chevalier. Bonjour. Alors je vous ai invité parce que vous êtes l'un des meilleurs experts des questions de l'énergie, mais aussi l'un des meilleurs experts de nos structures industrielles, et ça je ne l'oublie pas. Alors quelle est votre réaction face à cette proposition un peu surprise du président François Hollande de créer un grand projet franco-allemand, une espèce d'Airbus de l'énergie? Alors tout le monde se creuse la tête, tout le monde réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans les énergies renouvelables, qui est quand même là une priorité, même si on arrête un petit peu la progression rapide. Je me demande si on ne pourrait pas penser à un établissement de type financier, franco-allemand. Ce serait nouveau et qui permettrait de financer un petit peu la transition énergétique sous toutes ses formes. Donc sous la forme du financement. Sous la forme de financement. Mais pas sous la forme d'un projet industriel. Parce que quand il parle d'Airbus, oui. Je connais bien l'historique d'Airbus, on a mis des industriels ensemble. Oui, mais ici, mettre des industriels ensemble, à l'heure actuelle, je ne vois pas très bien comment, dans les renouvelables ou dans les centrales thermiques classiques ou dans les équipements énergétiques, on a des entreprises très performantes. Il y a eu des tentatives de fusion ou de rapprochement qui n'ont pas tellement réussi. Et donc, moi, je me situerais plutôt dans la sphère financière ou organisationnelle, où là, il y a un potentiel très important. Et des échanges d'expériences très importants. Alors, on va voir comment peut se concrétiser ce projet, cette annonce surprise, qui est passée un petit peu inaperçue à côté d'autres débats. Alors, vous avez publié avec deux autres experts, Michel Cruciani et Patrick Geoffron, un livre, Transition énergétique, le vrai choix. C'est presque un rapport pour le chef de l'État sur les clés de la transition énergétique. Alors, quels sont les termes de ce débat sur la transition énergétique pour la France ? Alors d'abord, la transition énergétique est une espèce d'évolution historique obligée. On a construit des systèmes sur un mode très classique, des grands systèmes d'offres, et avec une vision qui était essentiellement une vision d'offre. La demande augmente, et donc on met de l'offre complémentaire. Et évidemment, on n'a pas du tout intériorisé le phénomène des effets externes, et notamment du problème du réchauffement climatique qui se pose d'une façon de plus en plus dramatique. Donc la transition, c'est passer des systèmes actuels à de nouveaux systèmes énergétiques qui sont à la fois moins intenses en carbone, plus efficaces et probablement plus décentralisés. Donc c'est une évolution qui commence à se faire dans différents pays. Et en Europe, par exemple, on a bien une transition énergétique globale pour l'ensemble des pays européens, on pourrait y revenir. Mais ensuite, on a des transitions particulières. La transition allemande n'est pas la même que la transition britannique ou la transition française. La question européenne, effectivement, on va y revenir, c'est un point central. Mais transition énergétique, vous le soulignez vous-même dans le livre, la France a pourtant un système énergétique particulièrement attractif, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, avec des prix et des prix plutôt bas. Vous notez d'ailleurs qu'en 2013, le World Economic Forum a classé la France au 3e rang mondial pour la qualité de ses systèmes énergétiques. J'évoquais en introduction que le prix des énergies fossiles s'est plutôt stabilisé, voire même parfois orienté à la baisse. Et pourtant, vous dites que c'est un système qu'il faut remettre en cause. Oui, parce que alors on a un très bon réseau d'infrastructures. On a un système qui est quand même un peu trop dépendant du nucléaire et du pétrole. Et puis, sur les prix, statistiquement, vous avez raison en disant on a des prix bas, mais on a des prix bas essentiellement parce qu'on a bloqué les prix. Et que la classe politique, droite et gauche confondues, n'a pas répercuté les augmentations prévues par les textes. Et le président de la Commission de régulation de l'énergie avait dit avant l'élection de François Hollande, et il l'a redit après, que les prix de l'électricité devraient augmenter de 30% entre 2012 et 2017.
On a fait un petit effort, mais l'effort n'est pas encore suffisant pour couvrir les coûts. Et donc, alors c'est un gros problème, parce qu'aux États-Unis, les prix baissent, par exemple. Alors, vous abordez un autre problème qui est très compliqué, c'est la différence de coût d'accès à l'énergie entre les États-Unis et l'Europe. Le gaz américain est 3 fois moins cher que le gaz européen, et l'électricité américaine est 2 fois moins chère. Et que malheureusement, je ne vois pas d'éléments qui nous permettraient de combler ce fossé entre... Donc un handicap structurel pour l'industrie européenne. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce handicap structurel? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des avantages comparatifs qui ne dépendent pas directement du prix de l'énergie. Et si vous prenez le cas allemand, avec une balance commerciale structurellement excédentaire, les excellents sont liés à la qualité des produits, à la sophistication des produits, à la réputation des produits, je dirais au service après-vente, et là-dedans l'énergie joue pas un rôle fondamental. Il faut faire notre deuil d'un avantage comparatif ou compétitif sur l'énergie. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le contexte européen, une question centrale. Peut-on faire une politique européenne de l'énergie? C'est ce qu'a évoqué aussi le président François Hollande. Et alors j'ai noté qu'une semaine justement après la conférence de presse de François Hollande, le ministre allemand de l'énergie, Sigmar Gabriel, enfin de l'industrie et de l'énergie, pardon, déclarait qu'il voulait commencer par tailler dans le soutien aux énergies renouvelables. Oui, alors vous savez qu'il y a eu un paquet énergie-climat de 2008-2009 qui nous lançait dans une espèce de vision européenne. Les fameux 20%, 20%, voilà, 20%. Les 3 fois 20. C'était à une époque de croissance. Depuis, il y a eu la crise économique qui a tout remis en cause. Et notamment, on a été un peu trop optimiste sur les énergies renouvelables, qu'on a poussé d'une façon qui paraît aujourd'hui déraisonnable par rapport à nos moyens financiers. Donc, le ministre allemand a envoyé un signal qui est un signal important en disant « Oui, continuons à développer les énergies renouvelables, mais baissons un peu le montant des subventions qui doit coûter quelques 20 milliards par an, 20 milliards d'euros par an aux Allemands à l'heure actuelle. » Et dans d'autres pays, en Espagne et en Italie, alors le cas français est un peu particulier parce qu'on est quand même en retard, mais il y a un coup d'arrêt aux renouvelables. Ça ne veut pas dire une interruption du développement des renouvelables, ça veut dire une diminution du rythme d'installation. Alors, il y a deux questions qui se posent. Il y a d'une part la question de l'incitation au développement des énergies renouvelables. Et je note à ce sujet que dans un récent rapport, la Cour des comptes a critiqué avec une très grande virulence la politique de transition énergétique française, qu'elle considère comme non lisible, trop coûteuse. Oui, alors c'est une grande discussion qui a lieu au niveau européen sur le problème des tarifs de rachat de l'énergie renouvelable, solaire, photovoltaïque, éolien, etc., et qu'on voudrait remplacer cela par un système d'appel d'offres avec des primes. Et c'est ce que les Allemands sont en train de faire, et à mon avis, c'est un système qui devrait s'étendre à l'échelle européenne dans les 2 ans qui viennent. Et qui va dans le sens de ralentissement du développement des renouvelables. Mais est-ce qu'en France, on n'a pas trop mené une politique d'incitation de la demande plutôt qu'une politique de stimulation de l'offre, justement, puisqu'on est rentré dans ces terres où il faut stimuler l'offre? Oui, mais enfin, jusqu'à présent, on était plutôt dans une politique d'incitation à de nouvelles offres plutôt qu'une action sur la demande. Alors, au plan européen, s'il fallait régler les problèmes, on pense à toutes ces questions de smart grid, de réseau, est-ce que les divergences européennes, et notamment entre la France et l'Allemagne en termes de politique énergétique, est-ce que le fossé n'est pas aujourd'hui trop grand pour imaginer une politique européenne? Non. Alors attendez, votre question est compliquée. Premièrement, ce que vous dites sur le fossé franco-allemand, non, je crois qu'on a été à un moment, et ça a été dit par le président de la République et repris par les autorités de l'énergie, qu'on est à un moment où la coopération franco-allemande est très importante. Les trajectoires de transition sont différentes dans les 2 pays, mais il y a un échange d'expériences qui peut se faire, notamment en matière de renouvelables, en matière d'organisation du système énergétique et en matière de rôle des collectivités locales, de décentralisation. Et donc, on a là une action à faire ensemble. Par ailleurs, on a une action à faire ensemble sur l'organisation du système électrique européen. On est à un moment où, si vous voulez, l'énergie renouvelable produite dans le nord de l'Allemagne
n'a pas de débouché au sud de l'Allemagne parce que les lignes à haute tension n'ont pas été construites. Et donc, cette électricité payée très cher par les consommateurs allemands, mais qui ne trouvent pas preneur sur place. Il y a des questions de déséquilibre local de l'offre et de la demande. Et donc se vend très bon marché aux Français qui la rachètent et on est plus importateur. On a complètement déséquilibré le système européen. Absolument. Alors donc là, il y a un gros travail qui est un travail difficile. Donc si vous voulez, au niveau européen, je pense que la vision de 2008 est confirmée par le paquet énergie-climat de 2030 qui est sorti la semaine dernière, en modérant un peu la vitesse de développement des renouvelables. Et puis à l'intérieur de cette vision commune, il y a des trajectoires individuelles par les différents pays. Plus un travail au niveau européen de coordination, d'harmonisation, de standardisation qui est extrêmement utile et qui devient urgent. Parce qu'on est à un moment où on pourrait avoir des pannes de courant au niveau européen si on n'intervient pas dans cette coordination. Il y a vraiment une exigence de politique européenne, oui. difficile à mettre en œuvre, mais il y a une optimisation à faire. Alors, comme je l'ai dit, ce livre est très complet. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les problèmes d'avenir du nucléaire, sur la question du pétrole et du gaz de schiste en Europe. Vous évoquez, enfin en France même, vous parlez aussi du gaz de houille qu'on oublie souvent. Je voudrais peut-être mettre l'accent pour terminer sur une question qui est peut-être centrale et qui est rarement abordée, qui est celle de l'efficacité énergétique. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité, l'efficacité énergétique ? Alors, j'ai participé au débat d'assez près, et les deux points très positifs que j'ai retenus, c'est 1, l'efficacité énergétique, je vais y revenir, et 2, la décentralisation et le rôle des collectivités locales, qui est une chose assez nouvelle dans le pays très jacobin dans lequel nous sommes. Alors, sur l'efficacité énergétique, oui, c'est la priorité essentielle d'une politique énergétique intelligente, et je dis ça, c'est vrai pour tous les pays. On a là un potentiel, on pourrait vivre aussi bien qu'on vit en consommant 20% de moins d'énergie. Donc il y a un énorme chantier qui porte sur le bâtiment existant et sur les constructions nouvelles. Vous êtes d'ailleurs dans un immeuble ici dont l'efficacité énergétique est désastreuse. Oui, mais rassurez-vous, à Dauphine, c'est la même chose malheureusement. Donc la rénovation de l'ancien est quelque chose de très difficile, mais il y a un potentiel et qui est intéressant parce que ça peut se décliner au niveau local. La rénovation ne se décline pas de la même façon dans le Nord qu'en PACA. Mais alors, vous indiquez dans votre livre, un chiffre qui m'a frappé, c'est que le parc n'évolue que de 1% par an. Ça veut dire qu'il faut 100 ans. Il faut avoir des objectifs ambitieux parce que avoir un programme de rénovation énergétique, y compris d'ailleurs pour les personnes en état de précarité énergétique, c'est mobiliser des fonds. Et là, il y a un problème d'innovation financière qui est fondamental. Et c'est là où je reviens sur l'idée d'un système franco-allemand qui pourrait peut-être être intéressant. Et puis, mobiliser des expertises locales, donc des entreprises locales, des créations d'entreprises non délocalisées. Du point de vue financier, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une très grosse épargne dans notre pays. Et qu'il serait possible, à mon avis, de mobiliser une partie de l'épargne locale pour des projets locaux. Je vous prends votre argent, mais votre argent... Vous savez où il va pour créer des entreprises locales et que derrière... Donc on pourrait imaginer donc un système de financement européen mettant notamment la priorité sur les questions d'efficacité énergétique, donc sur les problèmes de locaux, de logements, de bureaux, et en même temps avec une stratégie industrielle derrière, puisqu'il s'agit d'activités non délocalisables. Absolument. Et le système européen pourrait être des systèmes de garantie, de complément. Et au niveau local, vous avez donc la possibilité de créer des entreprises, de créer de l'expertise locale, de créer des emplois. Et ça va au-delà de l'énergie, parce que derrière ces idées de rénovation, il y a toute l'idée d'économie verte et d'économie circulaire. C'est-à-dire, il y a une espèce de besoin de la part des citoyens consommateurs de mettre en place des circuits plus courts et plus localisés, en utilisant les ressources locales pour les besoins locaux. Et donc, à mon avis, ça c'est très porteur. Je ne dis pas que ces systèmes locaux vont remplacer les systèmes qu'on a construits dans le passé, mais il y a une espèce d'hybridation à faire qui est un des gros enjeux des prochaines années. Écoutez, Jean-Marie Chevalier, il faut espérer que ce livre serve effectivement de livre de chevet au pouvoir public, aux législateurs et au président de la République. La transition énergétique, les vrais choix. Je vous remercie. Merci.